Quand je suis sur la ligne de départ d'une verticale, ils s'apprêtent déjà le classement avant que la course soit faite. J'ai pas peur de dire que je suis un du circuit qui s'entraîne le plus et le plus dur. Les deux disciplines retenues par les JO, c'était le sprint et le relais mixte. C'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens, quoi. Je me suis toujours dit, ouais, le jour où j'ai plus la patience, j'arrête tout. Tout le monde disait que j'étais la future grande star, le futur Kylian Jornet. L'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, parce qu'en tout cas, nous, on l'est. Aujourd'hui, après être passé en Valais, dans le canton de Vaud, on se retrouve enfin dans le canton de Fribourg, en Gruyère, plus précisément chez Rémi Bonnet, skieur alpiniste et trailer de haut niveau, parce qu'un sport, c'était pas suffisant. Ah, deux, c'est mieux. Deux, c'est mieux. Non, sérieusement, merci beaucoup de nous recevoir sur ton canapé. Avec plaisir. Comment est-ce que tu vas? Tout va bien, là, je m'apprête à commencer la saison de Coupe du Monde en ski, du coup... Avec les dernières chutes de neige, on a pu bien s'entraîner et puis ouais, j'ai hâte que ça commence. Bon, peut-être que vous le voyez sur le champ, là, vraiment, c'est qu'on est dans un cadre hivernal, donc comme tu le dis, la neige vient de tomber. Je pense que tu es dans le meilleur endroit pour faire ça. Pour vous faire rapidement une idée avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on discute, je vais un peu vous énumérer quelques lignes du palmarès de Rémi. Je pense qu'on n'aura jamais le temps de tout passer en revue, tant son palmarès est impressionnant. Mais dans les grandes lignes, donc en ski alpiniste, il a notamment remporté la Patrouille des Glaciers en 2022. Il est triple champion du monde en titre de la Vertical Race, double champion du monde en titre de l'individuel. Son armoire déborde, j'imagine aussi, de globes de cristal dans dans les disciplines. Et en trail, il a remporté les Golden Trail World Series en 2022 ainsi qu'en 2023. Il est champion du monde en titre de course verticale, recordman du kilomètre vertical, et également quadruple vainqueur et recordman de l'année Rivieux-Molaison, pas bien loin. Et j'en passe, il a remporté encore des tonnes de courses et battu des tonnes de records. Pour vous la faire court, je crois qu'il avale chaque année environ 500 000 mètres de dénivelé positif. C'est ça. Ça représente, pour vous faire une idée, plus de 55 Everest, si on les empile, ou 732 montées de la Berra. Pas besoin de vous dire qu'il ne le fait pas en marchant, mais en rythme plutôt soutenu. D'ailleurs, une question qui nous tracassait, je crois, les deux en préparant cet épisode, c'est à l'allure où tu vas, est-ce que tu as le temps de profiter de la vue ? Ouais, j'essaie toujours de prendre le temps. Après, c'est clair, quand on est en course, t'as plus la tête dans le guidon et tu penses pas trop regarder la vue. Mais je pense qu'à l'entraînement, chaque jour, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir faire un sport comme ça en montagne et puis d'avoir une vue pareille à chaque entraînement. Je pense que c'est spécial et puis c'est ce qui me motive aussi à faire ces deux sports à haut niveau. Tu te lasses pas des gastes ? Non. Bon, pour te expliquer rapidement le concept, et à vous aussi, du coup, on va retracer toute ta vie, du moins les grosses étapes, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Ok. Tu nais le 3 mars 95, C'est ça. Tu grandis à Charmey en Gruyère. Quand tu étais enfant, tu étais quel type d'enfant ? Tu étais déjà beaucoup dehors ? Ça se passait comment ? Je suis toujours été dehors, vu que j'habitais à Charmey, on avait les infrastructures pour aller skier, pour un peu tout faire. Puis ma maman et mon papa étaient des gens qui allaient en montagne, qui faisaient du parapente, ma mère de la grimpe. Elle était prof de ski, ma maman aussi, du coup on a toujours été un peu dans l'esprit de la montagne. Mais après quand j'étais tout jeune, j'étais pas trop... quand on devait aller faire des balades en montagne, j'aimais pas trop ça. Du coup, j'ai un peu changé de cap quand je suis devenu plus vieux, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours baigné là-dedans et je pense que le fait d'habiter ici, ça fait beaucoup, quoi. Donc, tu l'as dit, tes parents étaient des férus de montagne. Est-ce que maintenant, ta famille est très impliquée dans ta carrière ? C'est des supporters, on va dire. Après, ma maman, elle vient beaucoup sur les compétitions, elle aime ça. Elle a beaucoup d'amis aussi qui pratique le sport, elle le pratique aussi le ski de rando et puis la marche en montagne, elle y va quasi tous les week-ends. Du coup, elle aime me suivre dans mes compétitions quand c'est pas trop loin. Et puis après, mon papa habite en France, du coup, c'est un peu plus compliqué pour venir sur les courses, mais après, il me suit de loin, on va dire. Du coup, voilà. Tu disais, t'étais pas trop avide de suivre tes parents dans toutes leurs expéditions en montagne étant enfant, mais tu passais quand même beaucoup de temps dehors. Par contre, j'ai cru comprendre que l'école, c'était pas trop ta tasse de thé. Comment ça se fait ? Ouais, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait apprendre des trucs. Je préférais regarder dehors, jouer au foot quand j'étais jeune, aller avec les copains à droite à gauche. Du coup, j'ai jamais été trop quelqu'un qui aimait l'école. Et puis, même après,
dès que j'ai pu trouver un peu un échappatoire à l'école, je suis parti, quoi. On a vu que tu avais fait un apprentissage de constructeur métallique, C'est ça, ouais. Tu avais besoin de faire un peu du concret plutôt. Ouais, puis après, ouais, pour être honnête, je savais pas trop ce que je voulais faire quand je suis sorti du CO. Du coup, j'avais fait un apprentissage de serrurier constructeur métallique après un stage que j'avais fait là-bas. Et puis, c'est clair qu'après, j'ai eu l'opportunité de faire du sport à haut niveau. Puis, je me suis donné la chance pendant 2 ans et je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je reprendrai les études peut-être un peu plus loin. Du coup, c'était banco, quoi. T'as assez vite compris que c'était pas mal. C'était ça, ouais. Justement, t'en parles, c'est qu'à 17 ans, donc en 2012, que tu te mets au ski alpinisme. Qu'est-ce qui a été le déclic, puisque tu disais que t'aimais pas trop, en tout cas, genre, suivre tes parents étant enfant. Comment tout d'un coup, tu t'es dit, ça me plaît, parce que je pense quand même que t'avais déjà mis les skis avant 17 ans, mais... Ouais, après, je pense ce qui m'a vraiment plu dans le sport et dans les 2 sports d'ailleurs, c'est le fait d'être libre d'aller où tu veux sans l'aide de quoi que ce soit. Puis, ouais, tu peux vraiment dire, je prends cette montagne et j'y monte par le chemin que je veux, quoi. J'ai pas besoin de suivre quelque chose. Tu peux vraiment créer tes itinéraires. Et puis, cette notion de liberté, je pense que c'est vraiment ce qui me fait aimer vraiment ce sport très fort, quoi. Parce que tu disais, tu as fait du foot plus Oui. jeune. Ça te manque pas, du coup, les sports collectifs, tu préfères cette liberté Ouais, de faire ce que tu quand veux? j'étais jeune, j'aimais bien faire du foot parce que tous mes potes faisaient du foot. Du coup, c'était le moyen d'être tout le temps tous ensemble et puis de bien rigoler. Mais après, au bout d'un moment, j'aimais de moins en moins les sports collectifs où tu t'étais pas vraiment, comment dire, c'était pas toi qui faisais vraiment le match ou qui faisait le truc. C'était vraiment un team complet qui gagnait ou qui perdait. Puis ça, j'ai eu un peu de la peine à un moment. Puis je pense que c'est aussi ce qui m'a fait aimer les sports individuels, c'est que si ça va pas, c'est toi. Et puis tu peux que t'en vouloir à toi-même. Puis si ça va, c'est aussi que toi. Du coup, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai changé de sport. Puis j'étais pas Cristiano Ronaldo en foot, quoi. Donc, quand tu étais enfant, tu rêvais déjà, comme beaucoup de garçons, d'être sportif professionnel ou pas plus que ça? Pas forcément, non. C'est vraiment venu par après quand j'ai vu que j'avais des prédispositions à courir vite en montée. Je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire. Mais après, vu dans les 2 sports que je me suis lancé, à l'époque, c'était pas des sports où tu gagnais de l'argent. Du coup, je l'ai plus commencé par passion que pour vraiment faire mon métier, quoi. Ça t'a aidé? Enfin, d'ailleurs, de pas le faire pour je vais essayer de m'y mettre à fond pour l'argent, comme le foot, au fait, typiquement, c'est le bon exemple. Il y en a plein qui disent, en fait, je vais devenir millionnaire en essayant de percer dans le foot. Ça, tu penses que ça t'a aidé, toi, de dire, je fais ça par pure passion, puis on verra? Ouais, je pense encore maintenant, je le fais toujours par passion. Après, c'est clair que maintenant, on gagne bien notre vie en faisant ça, mais c'était pas le but principal. Je me suis toujours dit, ouais, le jour où j'ai plus la passion, j'arrête tout, quoi. Même que c'est mon métier ou c'est toujours été clair dans ma tête. Et puis, je pense que c'est une force que j'ai commencé par passion et puis que je le fais toujours par passion. Et après, pour moi, si tu fais les choses par passion, au bout d'un moment, tu vas être récompensé, quoi. C'est beau. Et tu disais ce qui te plaît dans les 2 disciplines, mais notamment dans le ski alpi, c'est cette notion de liberté. Mais quand tu t'y es mis à 17 ans, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, un truc qui a fait que tu t'es rendu compte que c'était quand même vachement cool? Ouais, je pense, on avait été sur une compétition, le Trophée des Gastlausen, là, en ski avec un pote et son papa. Et puis, on était sur un point de ravitaillement, là, en haut, une montée. Et puis, je les voyais courir en haut cette montagne. Et puis, moi, ça m'avait assez choqué puis impressionné. Puis, je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi, quoi. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas moi. Puis, je m'en souviens, la semaine après, je m'étais mis vraiment à l'entraînement à fond, presque un peu trop. Et puis, mes premières courses de ski, je les ai tout de suite gagnées. Et puis, j'ai tout de suite vu que même sans entraînement, j'étais compétitif à haut, voire très haut niveau. Et puis, du coup, je pense que c'est un peu un tout qui a fait que j'ai vraiment commencé à fond là-dedans. Et peut-être justement, avant qu'on se plonge aussi à fond là-dedans, est-ce que tu peux expliquer à ceux comme nous qui sont peut-être pas forcément familiers avec ces disciplines, ce qu'est la différence entre le ski alpinisme et le ski de randonnée? Ouais, c'est qu'on va un peu plus vite. On a du matériel vraiment très performant, très pointilleux. Il y a tout qui est en carbone le plus léger possible. Ouais, nos skis font 65 mm de large. Du coup, c'est vraiment... Ouais, c'est des patinettes, quoi. Si tu compares à des skis de freeride. Mais après, c'est vraiment un sport maintenant qui est très professionnel, qui est entre au JO cette année. Et puis, ouais, je pense qu'on va juste beaucoup plus vite que les personnes en ski de randonnée avec du matériel vraiment plus léger, quoi. Et tu dis plus léger, ils pèsent combien tes skis? C'est 750 grammes avec les fixations et tout. Donc mes skis d'il y a 15 ans, ils sont un mini peu plus lourds, quoi. Voilà.
Donc, tu t'es mis relativement tard au ski alpi. Par contre, tu l'as dit, ta progression a été fulgurante. Avec le recul, tu dirais que tu étais prédisposé à ça ou que tu t'es surtout tué à l'entraînement et que ça a payé, ou est-ce que c'était les deux? Ouais, je pense un peu des deux. Je pense les prédispositions, tu les as ou tu les as pas. Après, j'ai travaillé dur pour en arriver où je suis maintenant, ça c'est clair. Je pense que ouais, j'ai pas peur de dire que je suis un du circuit qui s'entraîne le plus et le plus dur. Et puis après, ouais, c'est clair que ma maman et mon papa m'ont donné les bonnes gènes à la base. Et puis j'ai réussi à bien les façonner pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Capitaliser dessus. Voilà. Et donc, tu l'as vaguement évoqué, le fait que très rapidement, tu as été ultra compétitif, puisque dès ta première saison de compétition, donc à 17 ans, tu te retrouves déjà sur le circuit mondial, c'est-à-dire que tu disputes tes premières étapes de Coupe du Monde. Au moment où tu as commencé, tu le dis, tu es allé au Trophée des Gastlausen, tu t'es dit, ah, j'ai envie de faire ça, la semaine suivante, tu vas à l'entraînement. Est-ce que tu t'attendais à une telle ascension ou ça t'a quand même surpris? Ouais, je m'y attendais pas plus que ça. Ouais, je m'y attendais au bout d'un moment, mais pas que ça aille aussi vite que ça. C'est presque allé trop vite. Je m'en souviens, au bout d'un moment, ça m'a presque fait un peu peur, quoi, d'être. Ouais, je suis arrivé vite, très jeune, à faire des trucs que les élites faisaient. Puis du coup, j'avais un peu tous les yeux sur moi. Tout le monde disait que j'étais la future grande star, le futur Kylian Jornet. Puis c'est vrai que ça m'a un peu fait peur. J'avais presque plus de plaisir à aller sur les courses parce que l'attention était un peu trop sur moi. Et puis du coup, au bout d'un moment, je me suis un peu donné des claques. Puis je me suis dit, ouais, au final, tu fais pas ça pour les autres, tu le fais pour toi. Et puis là, je pense que c'était aussi un moment qui m'a fait vraiment progresser encore plus vite. Et puis, ouais, c'est clair que c'était quand même grisant de voir que les étapes allaient vite, quoi. On va revenir à cette passe un peu plus compliquée après, mais est-ce que tu t'es directement dit que tu voulais mener une double carrière skimo-trail, ou est-ce que le trail est venu après? Est-ce qu'au début, c'était juste une méthode d'entraînement l'été Ouais, complètement. C'était vraiment l'été, je faisais du trail pour m'entraîner pour l'hiver. Et puis, je faisais toujours 2-3 courses l'été pour un peu jauger la forme puis mettre des petits objectifs durant l'été. Parce que si tu fais vraiment l'été que de l'entraînement, au bout d'un moment, t'en as un peu sec. Du coup, c'était comme ça. Puis Salomon m'a vraiment. C'est eux qui sont venus vers moi, m'a contacté vraiment quand j'étais jeune après une course. Je sais plus laquelle c'était. Je me rappelle plus de tête, mais ouais, une verticale, je crois en vallée ou un truc comme ça. Et puis ils ont vu le potentiel. Puis après, moi je me suis dit, pourquoi pas, quoi, j'essaye et on verra où ça me mène. Et puis du coup, ça a commencé comme ça le trail, mais c'était au début que pour l'entraînement. Et est-ce qu'à côté de ça, t'as continué ton apprentissage Ouais, ou ouais, tu l'as quand même j'ai fini? fini mon apprentissage. Je pense que c'était important. Si c'était que moi, j'aurais arrêté, mais ma maman m'a poussé à finir. Puis bon, je pense que c'était bien d'avoir quand même quelque chose à côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et puis, c'est toujours bien de finir les choses. Ça m'a aussi appris que maintenant, quand je commence quelque chose, je le finis, quoi. C'est bon. Ouais. À partir du moment où tu décides de faire carrière là-dedans, on a lu que tu t'es entraîné énormément. On a même lu ça parle de plus de 1000 heures Ouais. par année. Comment c'est possible? Ouais, je pense la volonté de devenir plus fort et puis la volonté de pousser les limites toujours un peu plus loin, quoi, et puis de pas faire comme les autres. Je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi, c'est que j'ai osé faire des trucs que les autres n'ont pas fait et puis je pense que ça m'a fait passer des steps que les autres ont peut-être pas réussi à passer. Et puis, ouais, je pense que dans la vie, il faut oser, croire en soi et puis toujours essayer de repousser plus loin tes propres limites, quoi. Mais à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens du coup, mais comment ton corps il a réagi une fois que tu lui as balancé 1000 heures en une année d'entraînement, un peu, pas du jour au Ouais, lendemain, mais je pense que c'est aussi pour ça que je me suis amélioré vraiment vite, mais j'étais vraiment à la limite. Je pense que mon corps, il était vraiment à la limite très très haute et puis il fallait pas faire un pas de plus parce que sinon c'était un peu la casse. Puis je pense à un moment donné, j'étais presque ouais, ça devient une addiction, quoi. Tu te dis tu t'améliores, tu gagnes des courses. Du coup, tu te dis ouais, c'est quoi la suite, quoi. Du coup, tu t'entraînes plus, tu t'entraînes plus. Puis ouais, ça devient une drogue, quoi. C'est un peu triste à dire, mais le sport, c'est aussi une drogue. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, c'était presque malsain, quoi. Je voulais tout le temps y aller. Et puis, jusqu'au jour où je rencontre ma copine, puis ça m'a fait un peu me poser et puis penser aussi à autre chose. Et puis, de se dire qu'il n'y avait pas que le sport dans la vie. Parce que là, j'avais vraiment mes ornières, j'avais mes objectifs. Et puis, tout ce qu'il y avait à côté, c'était. Ouais, j'y prêtais pas attention, quoi. Du coup, maintenant, je suis vraiment plus tranquille, j'ai des autres trucs à côté, et puis je pense que c'est aussi ma force maintenant. Concrètement, à ce moment-là, ton quotidien, il ressemblait à quoi?
Ah, je m'entraînais ouais, comme un fou. Bah, quand j'avais les dernières années d'apprentissage, je me levais avant d'aller au travail. Je faisais 1h30 d'entraînement. J'allais travailler c'était quoi, de 7h à 5h30 le soir à la Tour de Trême. Je remontais à la maison, je rallais m'entraîner. Puis du coup, bah, je faisais que ça, quoi, 2 fois par jour, tous les jours, et puis plus le boulot à côté. Puis après, bah, quand j'ai eu ma première année professionnelle, bah, c'est là que j'ai un peu été borderline, où je m'entraînais vraiment beaucoup. Bah, j'avais tellement de temps à disposition que ouais, j'allais, je sais pas, à 5 heures par jour, 5 heures par jour, et puis c'était un peu trop, quoi. Mm. Bon, le travail a payé, Ouais. parce que dès du coup 2018, tu remportes le classement final du Vertical Kilometer World Circuit. Donc là, tu deviens, entre guillemets, déjà une référence dans les courses verticales. Euh, mais bah, même si les résultats sont là rapidement, il y a eu cette période, comme tu l'as dit, où tu as eu des comparaisons très rapides avec, bah, entre autres, Kylian Jornet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu te sentais à cette époque-là? Ouais, j'étais pas heureux, on va dire. J'étais heureux dans l'entraînement. Le fait d'aller tous les jours en montagne, bah, c'était ouais, ce que j'avais rêvé depuis longtemps. Du coup, c'était un accomplissement pour moi. Mais après, quand j'allais aux compétitions, bah, ouais, j'étais pas heureux d'être là-bas, quoi. Puis ça s'est ressenti, je pense, dans les résultats. C'était quoi, 2017-18, là où j'ai eu un peu des blessures. J'étais pas autant performant que je voulais l'être. Et puis, du coup, c'était un peu un cercle vicieux. J'étais pas performant aux courses. Je m'entraînais plus. C'était un peu tout le temps. Ouais, c'était pas sain du tout. Et puis, du coup, cette période-là, je l'ai assez mal vécue jusqu'au jour où j'ai rencontré ma copine, comme je disais avant, et puis que j'ai vraiment un peu décroché. Et puis, j'ai toujours continué à m'entraîner dur, bien sûr, mais avec, ouais, quand t'as dans la tête que même si tu fais une course pas bien, bah, t'as quelqu'un qui t'attend à la maison, t'as des animaux que tu t'occupes tous les jours. Ouais, c'est vraiment quelque chose où t'arrives à te détacher et puis qui fait du bien, quoi. Parce que avant que ce soit un point de comparaison pour toi, Kylian, c'était ton idole, il faut le Mhm. dire. Tu te souviens de votre première rencontre? Ouais, c'était à ski, là, quand ils faisaient encore toutes les Coupes du Monde. Moi, j'étais junior, du coup, la catégorie en dessous. Et puis, on avait le même départ que les élites. Et puis, j'avais fini deuxième au scratch avec les élites derrière Kylian. Du coup, là, bah, il était venu vers moi. Puis, il m'avait dit que ouais, c'était peut-être moi la prochaine star. Et puis, du coup, ça m'avait fait sourire. Et puis, bah, moi, c'était un rêve déjà de le rencontrer. Et puis, le fait de pouvoir être juste derrière lui, c'était fou, quoi. Puis après, bah, je l'ai côtoyé un peu plus parce qu'on était dans le même team chez Salomon. Du coup, là, on faisait les camps d'entraînement ensemble et puis c'est devenu un bon ami par la suite, quoi. Justement, aujourd'hui, tu peux nous parler de votre relation? Ouais, bah maintenant, il habite en Norvège, il a des gros projets, il est plus trop sur les compètes, mais après, bah, on s'écrit de temps en temps bah, quand on fait des grosses performances ou des trucs. Bah, on est assez, je pense, les deux assez fans de sport en général, puis on sait reconnaître quand quelqu'un fait un truc de bien. Et puis du coup, ouais, on a toujours une relation assez cool. Et puis je pense qu'on est deux passionnés qui essayons de repousser toujours les limites un peu plus loin. Et puis ça a toujours été un exemple, puis c'est toujours un exemple pour moi. Et avec tous les projets qu'il fait, ouais, ça fait rêver, quoi. Mm. Tu parles de ces projets, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un projet commun entre vous deux? Ouais, peut-être. J'aime pas dire jamais, mais c'est vrai que maintenant il fait vraiment des trucs ouais, incroyables. Puis c'est pas ce qui m'attire le plus, moi, les trucs où il y a un peu trop de danger et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de risques. C'est pas trop ce qui m'attire. Je suis plus dans la performance pour l'instant. Mais qui sait, peut-être que je vais changer les années prochaines. Mais pour l'instant, j'aime bien regarder ses vidéos et ses films. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Pour revenir du coup à cette période où toi, tu t'as dit que tu as un peu mal vécu cette comparaison, donc il y a eu le côté mental qui était un peu Mhm. compliqué, mais tu contractes aussi une fracture de fatigue Ouais. à cette époque-là. Est-ce que c'est le moment où tu t'es dit, bon là, il y a un souci, ça devient malsain, c'est compliqué? Ouais, bah, je pense que ça te fait réfléchir quand tu as des blessures, c'est que tu as poussé le corps un peu trop loin et puis c'est peut-être pas que physique mais aussi mental. Et puis c'est clair qu'à ce moment-là, bah, j'ai essayé vraiment ouais, de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi j'étais plus heureux entre guillemets à faire des courses. Et puis du coup, je me suis vraiment dit que je le faisais plus pour les autres, pour les caméras que pour moi. Puis là, ça devenait malsain et puis du coup, je me suis vraiment reconcentré sur moi puis je me suis dit que ouais, maintenant je m'en fous un peu du regard des autres, puis je le fais vraiment pour moi et puis pour ce que j'aime faire, quoi. Est-ce que tu as mis quelque chose en place pour... Non, pas forcément, c'était vraiment juste ouais, de se poser la question et puis tu sais, des fois, tu as tellement les ornières que tu vois même plus
ouais, t'es tellement concentré dans ce que tu fais au moment présent que tu réfléchis plus trop à ce qui est à côté. Et puis du coup, juste le fait de se recentrer et puis de se dire, ouais, pourquoi je fais le sport, quoi, à la base, ben, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et tu l'as évoqué avant, la rencontre avec Lise, donc ta compagne, elle intervient à ce moment-là, pendant cette période-là. Quel rôle précisément elle a joué dans justement un peu ce recentrage de ton côté, de dire oula, calmos. Ouais, je pense juste le fait de me prendre comme une personne normale, pas comme Rémi Bonnet, le champion de ski alpinisme ou de trail qui bat des records. Je pense que j'ai assez souffert d'avoir cette étiquette sur la tête et puis de plus sentir une personne entre guillemets normale, quoi. Au final, je suis quelqu'un de normal, quoi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde. Ouais, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je vais juste un peu plus vite que les autres dans les montagnes, mais voilà. Et puis du coup, juste le fait de retrouver des activités normales et puis de penser à autre chose, ben, ça m'a beaucoup aidé. Elle est aussi dans le sport ou pas du tout? Elle en fait, mais vraiment pour le plaisir en populaire, quoi. Faites pas la course, quoi. Elle a une trentaine de mètres derrière. Mais après, on essaie quand même toujours d'aller en montagne ensemble. Ouais, c'est toujours cool, quoi, d'avoir quelqu'un aussi qui pratique les sports que tu fais tous les jours. Bon, j'imagine que tu te serais pas forcément imaginé quand même avec quelqu'un qui habite à la ville, non. Voilà. Non. Ça fait le deuxième épisode de suite où on met quand même bien en avant la campagne. Oui, Puis c'est quand même beau. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment un partenariat. Et d'ailleurs, une passion que vous partagez avec elle, je crois, c'est celle des animaux. En tout cas, on a l'impression. On a l'impression, vu le nombre de chats qui se baladent dans le salon. Est-ce que cette période de down, c'est aussi à ce moment-là que tu te rends compte que justement de t'occuper de tes animaux, etc., c'est quelque chose qui te fait du bien et qui te permet un peu justement de mettre le cerveau sur off et de pas être tout le temps en mode compète, en mode entraînement? Ouais, ça te fait aussi te reposer mentalement parce que le sport de haut niveau, c'est pas que le physique, c'est aussi beaucoup le mental, d'enchaîner les courses, de vouloir se faire mal aux courses, c'est aussi tu dois être bien dans ta tête. Moi, je pense que si t'es que bien dans ton corps, dans le physique, tu gagnes pas des courses, quoi, ou bien t'en gagnes une ou deux de temps en temps, mais vraiment la régularité, elle fait aussi sur le fait que t'es posé à la maison, que t'as des autres trucs à côté à penser et puis que t'as vraiment un équilibre qui est sain dans ta vie de tous les jours, quoi. Donc, tu nous l'expliquais avant, ça fait à peu près 1 année que là, vous vivez dans une ferme que vous rénovez. Hein. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit inventaire des occupants de cette ferme? Ouais, du coup, il y a Lise et moi en gérant de la ferme, on va dire. En et humain. puis après, on a 4 chats, 3 chèvres et puis une trentaine de poules. Ouais, je crois 25. Du coup, T'as les œufs le matin au moins. ouais, on en a assez là. niveau produit de quoi faire. Et donc, c'est vraiment cette vie qui t'aide à garder les pieds sur terre, quoi. Ouais, puis c'est vraiment un équilibre qui me va bien. Et puis maintenant, j'ai de la peine à partir pour les courses. Je suis tellement bien ici que c'est toujours un peu difficile de laisser tout ce petit monde à la maison. Mais après, ça fait plaisir quand tu rentres. Et puis, c'est aussi une motivation supplémentaire, quoi. T'as quand même des jours off, des journées à rien faire, ça t'arrive ou Pas souvent, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est en vacances avec Lise, c'est que j'ai toujours le sport qui m'appelle un petit peu et puis après j'essaye quand même une semaine dans l'année de vraiment essayer de se dire le sport on met à côté et puis je reprendrai plus tard, mais c'est clair que c'est tellement une passion pour moi que j'ai besoin d'aller tous les jours, quoi. Mais aller, c'est une chose, mais typiquement, est-ce que la nutrition, les choses comme ça, tu fais aussi ultra attention ou tu t'accordes un peu Ouais, on a un nutritionniste dans le team qui nous donne un peu les grosses lignes pour faire assez juste. Mais après, nous, ma copine est végétarienne, du coup, je mange pas de viande à la maison. Je fais pas que pour moi. Du coup, on compense avec les œufs, des poules et tout. Puis on essaie vraiment de manger des légumes du jardin, de manger vraiment sain tous les jours. Je pense que c'est la base. Puis après, il faut se veiller à manger assez quand on fait des sports comme ça où t'es 5 heures par jour dehors, tu brûles beaucoup de calories, du coup, il faut vraiment faire gaffe de manger assez, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis après, je pense que tu dois toujours te faire plaisir à côté. Si tu veux que la tête elle aille bien, il faut se faire plaisir et puis c'est important. Et se faire plaisir, ça correspond à quoi? Ouais, les desserts, je me stoppe jamais, quoi. S'il y a un dessert, je le prends, quoi. Je vais pas dire demain il y a une course. Je sais que le lendemain tu vas le brûler à l'entraînement, quoi. Moi, t'es de meilleure humeur, t'es bien. Voilà. Après pour la course. Et
Je crois que, outre la rencontre avec Lise, il y a aussi la rencontre en 2020 avec Simon Gosselin, qui est devenu ton entraîneur, qui va aussi marquer un tournant dans ta carrière. Qu'est-ce que cette collaboration elle a changé pour toi? Ouais, bah, à l'époque, je m'entraînais tout seul. J'avais de la peine à donner ma confiance à quelqu'un pour que ce soit l'entraînement, le management ou quoi que ce soit. J'étais assez solitaire là-dedans. Et puis au bout d'un moment, j'ai remarqué ouais, que j'avais un peu gentiment atteint les limites ouais, que je pouvais. Et puis du coup, là, il y a Simon qui est arrivé par hasard. C'était après une compétition. On a pas mal discuté de comment je m'entraînais. Et puis il m'a vraiment dit cash que ouais, je m'entraînais n'importe comment, quoi. Puis il savait pas comment j'avais atteint ce niveau comme ça, quoi. Que j'avais encore une marge de progression assez énorme. Et puis du coup, en rigolant, je lui ai dit, ouais, ben, on veut bien essayer 2, 3 mois, puis on verra ce que ça donne, quoi. Puis du coup, ça a commencé comme ça. Puis après, je me suis lié d'amitié aussi avec lui. Il a le même âge que moi. Du coup, c'est devenu plus un pote qu'un entraîneur. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche autant bien maintenant. C'est que j'ai vraiment entière confiance en lui. Et puis, c'est vraiment important quand tu as un coach, c'est vraiment de se dire, si tu as un entraînement vraiment très dur, si tu n'as pas confiance en ce qu'il t'a donné, bah, tu vas pas le faire à 100%, quoi. Du coup, là, je pense que ça marche bien à cause de ça. D'ailleurs, je crois que tes résultats le prouvent aussi, puisque une année après votre rencontre, tu remportes ton premier titre de champion du monde en ski alpin, donc c'est que Ouais. il avait vu que tu avais encore du C'est ça. potentiel. Et puis même après ça, 1er mai 2022, tu as seulement 27 ans, tu remportes la patrouille des glaciers, rien que ça, aux côtés de Martine Antamaten et Werner Marty. Raconte-nous un peu toute cette aventure de la patrouille. Ouais, c'était un rêve de gosse de la gagner. Bah, quand j'ai commencé le sport, c'était vraiment la course ultime. Surtout pour un Suisse, bah, c'est un peu le mythe. Et puis, ouais, le fait de pouvoir réaliser ça avec 2 potes en plus de l'équipe suisse, c'est vraiment des 2 personnes qui m'ont accueilli. Bah, quand j'étais jeune en équipe suisse, ils étaient déjà dans les catégories un peu plus hautes. Ils gagnaient déjà un peu sur les Coupes du Monde et tout. Du coup, c'est deux gars qui m'ont pris un peu sous leur aile. Je m'entraînais tout de suite avec eux quand j'étais jeune. Et puis, du coup, le fait de gagner avec eux, c'était quelque chose de symbolique. Et puis, ouais, c'était un rêve qui devenait réalité. Comment, enfin du coup, tu dis que tu t'entraînais avec eux, mais vous étiez un plus grand groupe ou vous étiez que les trois? Comment la patrouille en elle-même, elle s'est formée? Ouais, ben, la patrouille, ça a toujours été un peu les 3 meilleurs de l'équipe suisse qui couraient ensemble. Après, on a plusieurs équipes suisses sur la patrouille. Il y en a 4 chaque année à peu près. Mais du coup, l'équipe 1, c'est vraiment les 3 meilleurs qui courent en Coupe du Monde, qui courent ensemble, quoi. Puis ça tombait bien parce qu'on était les 3 bons copains. Et puis on voulait courir les 3 ensemble. Du coup, il y a tout qui s'est aligné pour que ça fasse une bonne équipe. Puis tu l'as dit, la patrouille, enfin, c'est mythique, mais qu'est-ce qui fait son mythe pour toi? Ouais, je pense que c'est une course un peu atypique. Il n'y en a qu'une comme ça, une traversée où tu vas en altitude, où tu as la corde. C'est vraiment une course qui date d'il y a très longtemps. Si tu regardes ceux qui ont commencé le sport à l'époque, ben, ils ont aussi fait la patrouille. Il y en a beaucoup dans la région qui ont gagné la patrouille aussi à l'époque. Du coup, c'est vraiment une course qui a de l'histoire derrière. Et puis, comment dire, quand tu finis la patrouille avec 3 copains, bah, ça renforce des liens, quoi. C'est vraiment une expérience à vivre à 3. Et puis, c'est un beau challenge à parcourir. Est-ce que tu as vécu des émotions différentes que celles que tu vis d'habitude, peut-être au départ de la course ou alors à l'arrivée? Je sais pas. Ouais, je pense que l'arrivée, c'était assez émotionnel parce que bah, justement, Martin, il a arrêté sa carrière sur cette course. Après cette année, bah, on a réussi à le remotiver pour faire une dernière fois. Mais là, la dernière fois qu'on a gagné, c'était vraiment, il a arrêté sa carrière en Coupe du Monde sur cette course. Du coup, je m'en souviens, il avait les larmes aux yeux et puis c'était vraiment un moment incroyable parce qu'il a fait une carrière vraiment incroyable, je sais pas, de plus de 10 ans, je pense, à très haut niveau où il n'est pas sorti du top 5 mondial. Du coup, c'était vraiment beau de pouvoir lui offrir cette victoire, entre guillemets, et puis de finir sa carrière là-dessus. Et puis, on espère quand même la regagner cette année, mais on verra. Si jamais les concurrents sont prévenus. Voilà. Et aussi, j'imagine qu'il y a cette dimension, toi, qui fait, entre guillemets, que des disciplines individuelles. Le fait de vivre aussi quelque chose en équipe, Ouais, de temps en temps, ça bah, doit être... on a plus l'habitude de faire les courses que pour soi-même. Puis là, c'est vraiment une course que tu prépares aussi pas mal de semaines avant la course où tu vas en altitude, tu dors en cabane. Du coup, c'est pas que le jour même de la course, c'est vraiment des liens que tu crées sur les mois avant la course. Et puis, les années patrouille, bah, tu penses que ça, c'est vraiment l'objectif de la saison, quoi. Du coup, vous avez fait des cabanes cet hiver déjà? Bah, pas encore, mais là, durant l'hiver, on va en faire un petit peu.
Et donc, à partir de ce moment-là, de cette victoire à la patrouille, tu sembles presque injouable. Moins d'un mois et demi après la PDG, donc le 19 juin 2022, tu remportes enfin ta course, la Neri-Vue-Molaison, que tu gagneras ensuite chaque année depuis. À la fin de l'été, tu décroches le classement général des Golden Trail World Series. Donc c'est, je crois, si je me trompe pas, la Coupe du Monde du trail. Ouais, Donc, c'est un circuit privé, mais c'est où il y a ouais. tous les meilleurs trailers Mais du pour monde, quoi. comparer. Ouais. Ensuite, l'hiver suivant, en ski mo, tu es à nouveau sacré champion du monde en vertical race, mais aussi en individuel pour la première fois. Comment t'expliques une telle domination et puis en plus sur des disciplines qui sont différentes? Ouais, je pense que c'était un déclic pour moi. Et puis après, c'est vrai que quand je suis bien dans la tête, bien physiquement, normalement, je gagne la course. Et puis après, je pense que j'ai aussi un avantage psychologique maintenant sur les concurrents. C'est que, en tout cas en ski, quand je suis sur la ligne de départ d'une verticale, ben, ils savent presque déjà le classement avant que la course soit faite. Non, mais c'est un peu un... Ouais, j'aime pas dire ça comme ça, mais je pense que j'ai un ascendant un peu psychologique sur les autres. Et puis, j'espère qu'un jour, il y en a un qui essaiera de venir avec moi, puis qui essaiera de jouer. Mais après, c'est clair que... Ouais, je sais pas comment expliquer que ça dure depuis si longtemps, parce que je pense que depuis 2021, j'ai pas perdu une verticale en Coupe du Monde. Du coup, ça fait un bail déjà. Et puis, j'espère que ça continue encore quelques années, mais... C'est clair que après, je pense qu'il fait aussi que je suis tout le temps performant, c'est que je me remets tout le temps en question. Et puis, c'est pas parce que je suis champion du monde que le lendemain, je vais pas aller m'entraîner, quoi. J'ai toujours les yeux rivés sur ce qu'il y a après. Et puis, du coup, ça m'aide aussi à performer à chaque fois, je pense. Il n'y a pas une forme de lassitude qui peut s'installer? Un petit peu, je pense que j'ai moins les crocs qu'à l'époque quand j'avais pas gagné des titres de champion du monde et puis des coupes du monde. Mais c'est clair que c'est quand même toujours des émotions que tu as envie de vivre quand tu finis premier d'une course. C'est toujours cool. Du coup, c'est des émotions que j'aime et puis je pense que ça, tu t'en lasses jamais, quoi. Et tu t'en as un peu parlé avant, mais pour infliger de tels efforts à ton corps, il faut un sacré mental. Mm. Tu travailles cet aspect-là ou est-ce que c'était un peu inné chez toi? Tu as vraiment une Non, force de j'ai caractère jamais eu de problème à souffrir, entre guillemets, dans l'effort. C'est quelque chose, je pense, où j'ai la tête assez... Ouais, je peux aller assez loin dans la douleur et puis... Ouais, j'ai jamais eu de coach mental ou quoi Ok. que ce soit là-dessus. Je pense que j'ai toujours... Moi, je pense que c'est parce que j'aime ça, quoi. Et on parle, je crois, dans le milieu assez souvent de ton exceptionnel VO2 max, qui fait pas mal de jaloux. Elle a des valeurs autour de 92, sauf erreur. Donc pour les non-initiés comme nous, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie concrètement et en quoi est-ce que ça fait la différence sur le terrain? Ouais, bah, c'est vraiment entre guillemets, la cylindrée de ton moteur, on va dire. C'est comme si une Fiat, par exemple, ça sera, je sais pas, 20 de VO2 max et une Ferrari, ça sera 90 ou 92. Puis du coup, bah, la comparaison, c'est en fait le volume d'oxygène que tu arrives à transférer dans les muscles. Et puis du coup, bah, plus tu as une grosse VO2, plus tu as d'oxygène dans les muscles, et puis plus tu peux aller vite, puis plus longtemps, quoi. Et puis du coup, ça se travaille à l'entraînement jusqu'à un certain point. Après, je pense que tu l'as ou tu l'as pas de base. Ok. Après, tu peux la travailler, quoi. Mais atteindre un tel niveau, tu crois que ça peut être fait en travaillant? Non, je pense qu'il faut quand même avoir... Je pense même de base, sans m'entraîner, j'ai déjà une VO2 qui est grosse. Mhm. Après, l'entraînement fait qu'elle est vraiment énorme maintenant. Mais après, t'as beau avoir une grosse VO2, faut aussi savoir l'utiliser, quoi. Parce que si par exemple, tu n'as pas de technique, pas d'économie de course, par exemple en course à pied. Si tu cours carré, comme on dit, bah, tu as beau avoir une grosse VO2, tu vas pas gagner la course. Du coup, c'est un peu un tout, mais c'est vrai que la VO2, c'est quand même très important dans les sports que je fais et puis dans les sports d'endurance. Et il n'y a pas du tout je sais pas, des conditions où ça peut être handicapant. C'est qu'un avantage. Non, c'est qu'un avantage. Après, sur du très long, sur de l'ultra trail, par exemple, si tu as une grosse VO2, bah, ton corps, il consomme beaucoup d'énergie. C'est bah, comme une Ferrari consomme beaucoup d'essence, c'est un peu Mhm. la même chose, mais après, après, tu peux aussi travailler tes zones en dessous pour essayer de combler ça, mais c'est clair que ça peut-être être un désavantage sur du très long. Ce qui pourrait être un problème à l'avenir, Je mais on en verrai, ouais. parlera après. J'ai pas encore la réponse à ça. On y reviendra. Bah, depuis le début, on a parlé pas mal de vertical. La descente, c'est moins ton truc. C'était moi mon truc avant, maintenant je me suis bien amélioré, je suis toujours pas le meilleur, mais j'essaye de toujours un peu m'améliorer. Et puis après, c'est vrai qu'au début, c'était un peu un point faible. Je perdais des courses l'été en descente,
souvent j'étais premier en haut et puis à l'arrivée j'étais troisième. Du coup, ça a toujours été un peu ma bête noire. Et puis maintenant, je pense que j'ai réussi un peu aussi à avoir un déclic et puis à descendre à peu près comme les meilleurs. Bah, c'est une question de technique. Enfin, je me rends pas compte C'est plus d'oser, je pense, d'oser aller et puis de ne pas avoir peur de tomber, quoi. C'est toujours un peu ça. Tu aurais des astuces pour pas te péter les deux genoux en descendant. Enfin, même moi, une simple rando en descente, je sais que j'ai les genoux cassés de base. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour préserver ça? Bah, c'est beaucoup le fait, plus tu es sur la retenue, bah, plus tes articulations vont ramasser. Du coup, il faut vraiment laisser aller, quoi. Puis oser aller vers l'avant. Et advienne que pourra. C'est Ouais. mais c'est contre-intuitif, en fait. Un petit Oui, peu, oui, quand oui. même, ouais. Bah, en fait, plus tu vas retenir, bah, plus tu auras d'impact sur les genoux, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est difficile à pratiquer au début. Il faut vraiment avoir un déclic et puis l'entraîner, quoi. Bon, là, c'est le mental. Il faut lâcher prise. Et... Ouais. Bah, moi, il m'a fallu bien quelques années pour que ça débloque. Ah ouais, donc bon, prochaine rando, je vais pas encore. Et tu disais avant que tu t'imaginerais pas en couple avec une citadine. J'imagine qu'habiter en plaine. Ah non, là, c'est pas possible. Aujourd'hui, est-ce que, comme on a dit, tu remportes toutes tes courses, enfin, tu es l'élite dans ce milieu. Est-ce que tu arrives à vivre correctement de ça? Est-ce que tu arriverais à vivre que d'une des deux disciplines? Ou comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, maintenant, je pense que je suis un privilégié de nos sports où bah, j'ai des sponsors assez gros maintenant pour vivre et puis bien en vivre. Et puis après, bah, je pourrais faire qu'un sport puis aussi en vivre. Mais après, je pense que le fait d'avoir les deux, moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, c'est ce qui fait, je pense, que je suis performant chaque année. C'est que j'ai deux trucs à penser. Et puis, bah, l'hiver, je touche pas trop au basket. Puis, du coup, quand je commence l'été, bah, je suis motivé à 200%. Tandis que si je courrais tout l'hiver, bah, j'aurais peut-être moins l'envie l'été. Du coup, c'est une balance que j'aime bien. Mais c'est vrai que maintenant, le trail a vraiment fait un boom. Il y a toutes les grosses marques qui y sont mis. Et puis, c'est clair qu'on a des meilleurs contrats qu'à l'époque. Il y a 10 ans en arrière, bon, on ne gagnait pas ce qu'on gagne maintenant. Et puis, c'est un peu une suite logique aussi avec les médias. Les médias viennent beaucoup plus sur les trails et sur le ski maintenant. Du coup, c'est un peu une boule de neige. Puis, j'espère que ça grandira encore un petit peu. Mais donc, les gains en compétition sont quand même... Ouais, les prize money, c'est toujours pas des monstres primes, mais après, avec les sponsors privés. C'est plutôt l'à côté, donc voilà, quand ouais. même, tu pourrais pas vivre de tes gains en compétition. Non. Okay. Bah, tu l'as dit, tu as des gros sponsors, dont Red Bull, on le voit. C'est quoi les avantages d'être sponsorisé par Red Bull, au-delà de l'aspect financier? Ouais, bah c'est vraiment une grande famille qui a beaucoup d'athlètes et puis du coup ils ont beaucoup de moyens dès que tu as envie de faire des projets à côté. Ils ont des centres de performance en Autriche que tu peux utiliser quand tu veux. Ils ont vraiment des bases de données de tous les athlètes de tous les sports. Du coup, ils arrivent à comparer. Ouais, c'est vraiment les GOAT, je pense, dans le marketing aussi. Et puis du coup, c'est une marque qui m'a soutenu vraiment depuis le début. Ça fait 9 ans maintenant que je suis avec eux. Du coup, je pense que ma carrière, elle est aussi due à eux. Tu t'es déjà rendu dans de leur centre? Ouais. En Et fait, ouais, chaque athlète doit y aller pour être pris chez Red Bull, ok. faire des tests. Et ça me fait penser, c'est vrai que sur Instagram, tu documentes pas mal ta vie d'athlète. Et, on te voit quand même assez souvent faire du tapis de course. Mhm. Pour toi, c'est dur de t'astreindre à ça? Ou parce que toi qui aimes tellement cette liberté, ce fait d'être dans la nature à l'extérieur, j'imagine que tu dois pas forcément le faire avec plaisir de te mettre dans une pièce. Ouais, après, c'est clair qu'il n'y a pas que du plaisir dans le sport d'élite. Tu dois aussi faire des trucs que tu n'aimes pas. C'est comme si tu travailles tous les jours, des fois, tu n'as pas envie d'aller au travail. Mais du coup, là, ça fait partie du truc. Mais après, c'est clair que j'essaye d'aller sur le tapis quand il fait pas beau dehors et puis que tu te lèves le matin, il y a des rafales à 80 km/h dehors. Tu te dis, ouais, peut-être le tapis, ça ira bien aujourd'hui. Du coup, c'est un moyen aussi de s'entraîner un peu plus spécifiquement et puis vraiment précis, quoi. On revient à plus ou moins court terme, mais donc en juin de l'année dernière, en juin 2025, tu subis une fracture de fatigue au tibia, ce qui contrarie ta saison estivale. Jusque-là, j'ai quand même le sentiment que tu avais été pas mal épargné par les blessures. On a parlé d'une autre fracture de fatigue, mais quelques années déjà auparavant. Comment est-ce qu'on fait pour préserver au maximum son corps en lui infligeant de tels efforts, quoi? Ouais, je pense que quand tu es professionnel, tu as plus le temps de récupérer, de bien dormir chaque nuit. Je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir assez de sommeil, de bien manger.
Et puis après, de savoir écouter son corps, quoi. Quand il dit stop, il faut essayer de lever le pied assez vite. Et puis là, la fracture de fatigue que j'ai eue cet été, on n'a pas trop trouvé la cause. Après, on a essayé vraiment de gratter un peu partout ce qui avait pu faire le pas de trop. Mais c'est vrai que je m'étais entraîné un peu comme les autres années. On a acheté la maison ici. Pas mal de stress un peu à côté. C'est clair, quand tu achètes une maison, tu as du stress qui vient avec. Du coup, je pense que c'était un peu un tout qui a fait que je me suis blessé et que j'ai eu cette fracture de fatigue. Mais après, ouais, ça m'a aussi permis, après 10 ans, de prendre vraiment un mois de vacances et puis de pas faire de sport du tout. Ça, je l'avais pas fait depuis 10 ans. Du coup, je pense que c'était un mal pour un bien, quoi. Et j'imagine que Lise n'était pas malheureuse Non, de non. la situation. Et donc, si tu as eu plutôt de la chance avec les blessures, on en a un petit peu parlé avant, mais on le sait, montagne rime avec risque. Est-ce que tu t'es déjà fait des grosses frayeurs en montagne? Ouais, des grosses frayeurs, je dirais pas. Après, j'essaie toujours de calculer le risque avant d'y aller. C'est vrai que tu n'es jamais à l'abri qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai jamais eu de fois où je me suis dit, ah là, j'aurais pu y rester, quoi. Du coup, c'est que j'arrive à m'arrêter à temps, quoi. Après, tu l'as évoqué en parlant de Kylian. C'est vrai que tu dis que lui est peut-être prêt à prendre plus de risques. Toi aussi, tu essaies quand même de contrôler un maximum les risques que tu prends. Ouais, après, je pense qu'Ilian, il est à un point de sa carrière où il a passé tellement de temps en montagne, tellement de temps dans des endroits exposés que ça devient presque comme une personne normale de marcher sur un trottoir. Du coup, je pense il a peut-être la notion de risque qui est un peu plus poussée que moi. Et puis, mais après, je pense qu'il sait ce qu'il fait et puis qu'il sait aussi s'arrêter quand il voit que c'est trop loin, quoi. On espère en tout cas. Pour revenir à ta blessure, elle t'a empêché de courir Sierginal, une des seules courses qui manquent à ton palmarès. Si je te parle de la vainqueur de la dernière édition, je pense que tu me vois venir, mais du coup, Jolene Chepengeno, le dopage, c'est un gros sujet quand même dans le trail. Ouais, surtout avec les histoires qu'il y a eu à Sierzinal avec ces Kenyans, mais c'est vrai que moi qui suis dans une fédération en ski, je suis dans un pool antidoping avec la WADA, c'est l'agence internationale de antidoping, la même que les cyclistes. Du coup là, on doit donner une heure par jour où tu es, ta localisation, pour qu'ils ils viennent te contrôler n'importe où, n'importe quand. Puis du coup, ça, il n'y a pas tous les trailers qui sont là-dedans, malheureusement. J'espère que ça va venir par la suite. Et puis, ouais, le dopage, il est dans tous les sports. Il sera toujours dans tous les sports. Il y aura toujours des tricheurs. Mais après, je pense qu'il faut pas trop y penser. Et puis, essayer de s'entraîner un maximum. Essayer même de battre ces dopés, on va dire. Mais c'est clair que les jours où ces 4 dopages sont sortis à Sierzinal, c'est clair que ça fait mal parce que c'est des gens que tu côtoyais. Elle était dans le même team que moi chez Salomon. Du coup, c'est clair que ça fait un peu réfléchir. Puis ça dégoûte, quoi. Quand toi, tu te donnes à 200% tous les jours, puis tu vois ça à côté, tu te dis, ouais, merde, quoi. Ouais. Et toi qui domines très largement tes disciplines, est-ce que tu as été confronté à des accusations de dopage? Parce que c'est vrai que souvent, on entend dès que quelqu'un est fort, dis donc, d'où ça vient pour des gens qui sont normaux. Ouais, je pense qu'il y a toujours des doutes partout. Après, moi, j'essaie pas trop de regarder ça. Je m'en fous un peu. Je sais que le sport, je le fais pour moi et puis qu'il n'y a que moi qui sais ce que je fais à la maison et puis comment je m'entraîne. Mon coach, il le sait aussi, mais du coup, ouais, j'essaie pas trop de regarder ça et puis ouais, je pense que c'est un truc, si les gens veulent penser que je me dope, qu'ils pensent ça et puis voilà, quoi. Tout récemment, donc quelques semaines après avoir été sacré champion du monde de la verticale, tu as explosé un autre record qui est celui du kilomètre vertical à Fuy. On a l'impression que c'est un peu l'illustration parfaite de ta capacité à encaisser la douleur, du coup. Est-ce que ça, tu as vu une évolution au fur et à mesure des années, toi, au niveau de comment tu gères cette douleur, ou comment est-ce que tu as travaillé ça plus précisément? Ouais, je pense que le fait que j'ai fait un chrono pareil, c'est vraiment grâce à la blessure, on va dire, où j'ai pu vraiment orienter mon entraînement que sur cet objectif-là, les mondiaux de trail et le record du monde. Du coup, j'ai vraiment eu 3 mois entiers où j'ai pu vraiment consacrer que à ça. Puis c'est une montée tellement spécifique, tellement raide,
que si tu la prépares pas spécifiquement, bah tu t'arrives pas. Je pense ma limite sans trop le préparer, c'était moi j'avais fait quoi 29 et quelques. Mais du coup là j'ai vraiment gagné beaucoup, mais on a vraiment focus là-dessus à fond. On a fait des entraînements très spécifiques, des entraînements en salle de fitness pour gagner vraiment de la force. Et puis ça je l'avais pas fait avant la blessure d'aller au fitness. C'était vraiment un truc que j'avais horreur. Mais là bah, la rééduque, j'avais pas le choix quoi. Du coup, on a vraiment essayé de tout mettre de mon côté pour faire le meilleur temps possible. Puis du coup, là, je pense qu'on est gentiment à la limite du possible. Et puis, c'est clair que j'étais même moi surpris du chrono à la fin. Je pensais pouvoir aller plus vite que ce que j'avais fait avant, mais pas à ce point-là. Du coup, c'est là que tu te dis que le sport, il est beau, parce que si tu arrives même toi à t'impressionner, bah, c'est cool, quoi. Bah, puis, c'est vrai qu'on parlait un peu de cette routine, du fait que bah voilà, ça fait depuis 2021 que tu es notamment vaincu en vertical en ski alpin. Ça faisait aussi du bien d'avoir un peu un autre challenge, quelque chose de découvrir quelque chose de nouveau, même si tu dis que tu n'aimais pas aller au fitness, mais du coup, ça bousculait un peu ta routine aussi. Ouais, puis je me suis dit que ouais, directement quand je me suis blessé, je pense 3 jours après, j'ai appelé le manager de chez Salomon, puis je leur ai dit ouais, bah du coup, je regarde avec les médecins quand est-ce que c'est possible de revenir avec la blessure. Et puis là, on fixe vraiment des objectifs concrets. Et puis je pense que c'était quelque chose d'important pour moi d'avoir des objectifs pendant la rééduque. Parce que si tu fais que faire ta rééduque sans objectif, au final, bah, tu t'avances pas très vite. Puis du coup, là, j'ai essayé vraiment que tout aille vite en le faisant bien, mais que j'ai un objectif à assez court terme pour me motiver à travailler dur dans la salle de fitness. J'ai horreur de ça, j'ai encore horreur de ça maintenant, même si je sais que c'est bénéfique, mais c'est comme je disais avant, si tu veux arriver à des grandes choses, tu dois faire aussi des trucs que tu n'as pas envie de faire. Mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré à ta routine? Ouais, maintenant j'y vais. Bah là, on a fait un petit break parce que je pense que c'est important aussi de faire des breaks là-dessus pour que tu sois motivé à travailler dur quand tu y vas. Mais c'est vrai que cet été, là, je vais nous y aller en tout cas 1 à 2 fois par semaine. Mauvaise nouvelle pour tes adversaires. Et pour beaucoup de gens, ce que tu fais paraît complètement fou, pour pas dire inhumain. Est-ce que tu penses que t'es fou? Un petit peu, je pense qu'il faut être fou pour aller dans la douleur comme ça. Mais après, c'est comme partout. Tu regardes un médecin, il a fait des études pendant X années. Mais moi, je le trouve aussi un peu fou, celui-là, tu vois. Mais c'est un peu... je suis fou dans mon domaine, on va dire. Et d'ailleurs, tu dis que tu as une grande capacité à encaisser la souffrance, mais est-ce que c'est uniquement dans l'effort ou est-ce que justement, bah, quand tu t'es fait ta fracture, ça t'a pas non plus fait spécialement mal ou... Est-ce que c'est vraiment uniquement dans l'effort cette capacité à gérer la douleur. À gérer la douleur ou est-ce qu'à côté, entre guillemets, t'es une chochotte quand tu non, c'est vrai. Quand tu te, je sais Par pas, exemple, tu te si j'ai un bouton mais ça me fait mal, j'ai assez vite mal. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal dans l'effort que j'arrive à pousser loin, mais sinon dans la vie de tous les jours, je suis pas dur à cuire. Et donc on parlait un peu de, tu le dis d'ailleurs toi-même qu'il faut être un peu fou. La limite entre passion et obsession, elle est quand même très fine, non? Ouais, c'est clair, mais je pense que si tu veux réussir, il faut un peu des deux, quoi. Pour revenir à ce kilomètre vertical, il était ultra repris sur tous les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé, enfin, on a vu ça passer de partout. Et du coup, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant avec toi, mais la notoriété, c'est quelque chose avec laquelle quelque chose que tu dois gérer, on te reconnaît dans la rue. Comment ça se passe? Ouais, je pense qu'on vit dans un pays où les gens sont très respectueux. Du coup, c'est clair que les gens te reconnaissent. De temps en temps, ils te demandent une photo ou un truc, mais je trouve que ça reste toujours dans le respect. Puis, ouais, j'aimerais pas être vraiment populaire comme un footballeur. Puis là, t'as plus de vie à côté. Moi, là, je peux toujours aller au magasin sans avoir un bodyguard à côté de moi. Et puis, ouais, j'espère jamais être autant populaire qu'un mec qui peut plus sortir de chez lui sans faire attention, quoi. Du coup, ouais, ça reste des sports où t'es entre guillemets normal, quoi. Ouais, t'es un peu le Odermatt, enfin, Odermatt au ski alpin, t'es un peu son équivalent au ski alpinisme finalement. Ouais, j'aime pas me comparer aux autres athlètes, mais oui, si on prend les résultats et tout, on va dire ça comme ça. Juste après ce record à Fuy, t'avais dit que t'avais, si je reprends tes mots, le cul entre deux chaises, entre explorer plus loin donc de l'ultra trail typiquement, et en te disant aussi, ouais, mais j'ai encore quelques trucs à explorer dans le trail.
tu as eu cette blessure ensuite qui est arrivée, ça a du coup compromis un peu la suite. T'en es où maintenant quand tu réfléchis à ton avenir? Parce Ouais. que je crois que, juste pour compléter ce que tu dis, je crois que tu avais annoncé que la saison 2025 serait ta dernière dans le giron des Golden Trail Series, mais du coup, tu n'as pas pu la disputer. C'est ça. Du coup, je pense que je vais faire encore une année sur des formats assez courts. C'est vrai que Fuy m'a montré que j'étais encore performant sur du court, même plus performant qu'avant. Du coup, ça serait dommage de passer trop vite à l'étape supérieure. Et puis, je pense tant que j'ai pas gagné Cerzinal, c'est difficile pour moi de mettre à côté les formats assez courts. Mais après, suivant comment la saison va se dérouler cet été, peut-être que l'année prochaine, on passera sur du plus long. Parce qu'à partir du moment où tu passeras sur du plus long, tu pourras pas faire des apparitions sur du plus court. Oui, et je pense que je vais toujours le faire. Par exemple, les revues Molaison, c'est à la maison. C'est clair que ça fera toujours un bon entraînement, même si je suis pas autant performant que maintenant. Mais je pense que tu travailles différemment, puis tu perds un peu des qualités sur du court quand tu fais du très long. Mais après, je pense qu'il y a toujours moyen d'être bon dans les deux. Je pense que le fait d'être un peu bon partout, ça peut t'aider à gagner des grosses courses, quoi. D'ailleurs, ton entraîneur pratique l'ultra trail, Ouais, c'est ça, hein? c'est ça, ouais. Il n'a encore pas réussi à t'attirer. Non, après lui, il est assez à penser que chaque chose a son temps. Et puis tant que je suis performant là-dedans, c'est dommage d'aller sur du plus long. Maintenant, est-ce que tu as une course en vue en ce qui concerne l'ultra trail? Ouais, c'est clair, l'UTMB, la Western States aux États-Unis, c'est un peu les deux grosses que j'ai envie de gagner dans ma carrière. Et puis après, il y en aura des autres belles, je pense, aussi à côté, mais c'est les deux qui me font rêver. Et tu penses quoi, toi, de l'explosion de la pratique du trail actuellement? Ouais, c'est clair Et que ça. même du trail et de l'ultra trail. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est clair que ça parle à beaucoup de gens. Je pense que c'est un sport qui est assez accessible, tout le monde peut le faire à sa manière. Et puis c'est vrai que les marques ont vu aussi le potentiel, du coup il y a tout qui grandit très vite. Et puis c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais ouais, je pense que c'est toujours un sport qui va rester assez sain. C'est que la montagne, plus globalement, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus fréquentée qu'il y a quelques années. Ouais. Aussi, sûrement grâce ou à cause, du coup, de documentaires comme ce que Inoxtag a pu faire avec Kaizen. Je ne sais pas, du coup, si tu l'as vu. Ouais. Est-ce que tu en as pensé, toi, en tant que mec du métier, on va dire? Ouais, non, c'est cool. Je pense qu'il il essaie toujours de pousser ses limites plus loin, puis à chercher des nouvelles sensations. Du coup, sur ce point-là, je trouve cool. Après, c'est vrai que maintenant, les images que tu voyais à l'Everest, ça donnait pas très envie avec tout le monde qui avait là-bas en haut. Ça fait un peu peur de voir que ça devient un peu trop accessible. Et puis, c'est clair que la montagne, je pense qu'elle aime pas trop quand il y a autant de monde dessus. Et puis après, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. On a envie que tout le monde puisse vivre des émotions en montagne, mais après, il faut aussi la préserver. Du coup, c'est un peu faut trouver le juste milieu. Toi, on en a vaguement parlé en tout début d'interview, mais l'alpinisme ou les 8000, enfin les gros projets de ce type-là, oui, il y a des risques, mais est-ce que ça pourrait te tenter quand même une fois? Pour l'instant, ça m'a jamais trop attiré. Du coup, j'essaye pas de me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie. Puis, je pense que c'est là que tu as les accidents si t'es pas à 200%. Du coup, je pense que le risque m'a jamais trop attiré. Et puis, du coup, je préfère rester sur des trucs où je suis sûr de moi. Ouais, chaque chose on s'entend de nouveau au final. Et est-ce que toi, tu l'as ressenti, ce fait qu'il y a plus de monde en montagne? Est-ce que tu croises plus de monde Ouais, quand tu vas clairement, t'entraîner, etc.? clairement, là, ça devient vraiment assez busy. Là, la montagne, il y a tout le temps du monde, quoi. C'est rare d'aller un jour en montagne où tu croises personne. Tandis qu'il y a 5 ans en arrière, tu avais toujours des endroits qui étaient vraiment tranquilles où tu croisais personne pendant 20 km. Mais maintenant, ça arrive plus trop, quoi. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide pas parce que moi, j'aime assez partager où je vais tout le temps. Du coup, c'est clair que ouais, il faudrait peut-être des fois cacher un petit peu pour que tu sois un peu plus tranquille. Mais je pense que ouais, la montagne elle est là aussi pour tout le monde. Puis je pense que c'est cool que tout le monde puisse y aller. Puis c'est un cercle vicieux un peu au final. Si on se dit, ah mais j'ai envie de montrer, de mettre en avant même mon sport pour juste le développer. Puis d'un autre, on se dit, mais en fait, si je le fais, tout le monde va voir et tout le monde va le faire aussi. C'est un peu un cercle vicieux finalement. C'est ça, mais après, je pense que ouais, tout le monde a droit d'aller quoi, au final. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de, comment dire, que les gens leur disent comment aller en montagne, puis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, c'est toujours le problème. Je pense tout le monde peut y aller, mais c'est la manière d'y aller, puis la manière de déranger aussi la faune, la flore. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte ça maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui pratique le sport, mais
je pense que ça va venir. C'est clair que plus il y aura de monde, plus il y aura des règles, c'est clair. Du coup, on verra où ça va, quoi. Que les gens finalement s'instruisent avant de... C'est ça, ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut être une encouble? Est-ce que des fois, peut-être pendant des entraînements, tu t'es retrouvé coincé ou embêté par des gens qui étaient en montagne et qui étaient peut-être pas préparés ou autre? Ouais, bah, je dirais pas que j'ai été coincé ou quoi que ce soit. Je pense que tu trouves toujours la place pour passer, mais c'est vrai il y a beaucoup d'accidents qui arrivent parce que les gens croient que c'est facile d'aller sur un sommet et puis ils prennent pas trop la notion de risque avec eux. Puis du coup, des fois, tu croises des gens en haute montagne avec des baskets, puis ils ont vraiment pas le background pour faire ça. Puis du coup, tu te dis, ouais, putain, ça fait peur. Là, s'il arrive quelque chose, ben, il a rien avec lui, il a pas le matos, il a rien. Du coup, ouais, il y a beaucoup d'accidents qui sont à cause de ça. Je pense que les gens sont pas informés. Et puis, du coup, ouais, j'espère que ça va s'améliorer les années prochaines. Bon, faut aussi dire que quand on te voit faire, on a l'impression que c'est facile, Ouais, quoi. bah, c'est toujours un peu le problème des réseaux sociaux. Les gens, ils voient que les vidéos, puis ils ont l'impression que c'est facile. Du coup, tu te dis, ouais, bah, moi aussi, je peux le faire. Mais, On s'est pas dit ça, c'est genre... On a essayé de faire un peu une prédiction de combien de temps on ferait le kilomètre vertical. Bon, on n'est pas tellement d'accord. Toi, tu penses qu'on n'arrive pas en haut. Moi, je dis 1h30. Mais ouais, en fait, je pense que tant qu'on n'est pas face au truc, On prendra tes Ah, conseils si jamais. faut essayer. on essaiera. Et pour revenir à ta pratique, donc cet hiver, le ski alpinisme figurera pour la première fois au programme olympique. Et pourtant, tu participeras pas au JO de Milan-Cortina. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, parce que les deux disciplines retenues par les JO, c'était le sprint et le relais mixte. Du coup, c'est les deux disciplines très très courtes du ski alpinisme ils sont arrivés par le tard, quoi. Entre guillemets, pour moi, c'est des disciplines qui ont été créées pour les Jeux Olympiques. Et puis du coup, ouais, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Moi, j'ai pas de passion pour ça. Puis du coup, ça fait aucun sens de s'entraîner pour ça, on va dire. Malgré tout, même si toi tu n'iras pas, est-ce que tu es heureux que ton sport soit représenté au JO? Est-ce que tu penses que c'est en faire une mauvaise pub parce que justement c'est donc le sprint et le relais qui ont été sélectionnés et pas la discipline phare qui est la course individuelle, en sachant que le skimo c'est un sport d'endurance et que là on n'est pas trop... Ouais, c'est clair que c'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens, quoi. C'est clair que j'aurais préféré qu'il y ait vraiment une course qu'on fait nous et puis qui montre d'où vient le sport. Je pense qu'il faut jamais oublier les racines du sport. Et puis là, c'est complètement à l'opposé des racines, on va dire. Et puis du coup, j'espère que c'est peut-être une porte d'entrée pour 2030 où là, on pourra peut-être montrer le vrai sport. Mais je pense que vu qu'on était un sport vraiment peu connu, ils ont dû s'adapter pour offrir quelque chose de télévisuel puis ouais, pour être accepté par le CIO. Du coup, c'était un peu... ouais. C'est difficile à dire si je suis content ou pas content, mais on verra la suite. Toi, c'est dans ta bucket list un peu d'être olympien. C'est clair, quand ils ont annoncé que c'était au JO le skimo, j'étais vraiment motivé parce que l'individuel devait y aller au début. C'était un peu ce qu'ils nous avaient dit. Du coup, là, on était tous beaux motivés et puis on s'est dit, ouais, c'est cool. Mais là, après, quand on a eu la news, ouais, là, moi, c'était clair que j'allais pas y aller. Du coup, ça m'a assez démotivé, mais ouais, c'est clair que pour un athlète, c'est cool d'aller aux Jeux Olympiques, c'est cool de ramener une médaille pour le pays. Mais après, ouais, j'aurais une belle carrière même sans les JO, quoi. On va dire, c'est pas. Quand j'ai commencé le sport, je me suis pas dit j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Et quand même, tu dis que tu aurais été content de le faire. Pour beaucoup d'athlètes, le titre olympique est vraiment un rêve. Ils disent tous que depuis gamin, ils y pensent. Toi, ça aurait été à l'encontre de tes valeurs d'essayer de t'adapter à ces formats c'était inenvisageable. Non, je pense que ouais, si j'arrive à faire des grosses performances, c'est parce que j'aime ce que je fais. Puis si je m'oblige à m'entraîner différemment, je m'oblige à pratiquer un sport différemment, je vais pas être performant. Puis j'ai pas envie de ça, quoi. Je suis bien comme je suis maintenant, j'arrive à en vivre comme je suis maintenant. Puis du coup, j'ai pas envie de changer juste pour m'adapter à un sport. Je trouve ça un peu fou, quoi. Au micro de Radio Chablais, tu disais que tu n'aimais pas la direction que prenait le ski alpinisme, que c'était devenu un sport de cirque. C'est exactement... Enfin, ça fait écho à ça, au fait qu'ils privilégient des formats très courts et très télévisuels aux dépens du cœur du métier. Ouais, on voit une course normale de skimo. Tu vas sur une montagne hors des pistes
Et puis là, c'est vrai que c'est vraiment dans un stade, une boucle que tu fais plusieurs fois. Du coup, ça, pour moi, ça fait aucun sens. Et puis, ouais, on verra si c'est une porte d'entrée pour vraiment montrer le vrai sport par la suite. Mais ouais, j'espère pas que ça va rester sur ça et puis que ça va devenir vraiment des gens, quand ils vont regarder le ski moi à la télé, ils vont croire que c'est ça d'où vient le sport, quoi. Mhm. Et outre du coup une victoire à Sierzinal, on a vu qu'être olympien, c'est pas non plus le rêve ultime. Est-ce que tu as encore d'autres rêves sportifs à accomplir? Ouais, je pense que c'est juste de continuer à être heureux dans ma pratique et puis de toujours le faire par passion et puis pas par obligation. C'est vraiment je pense, le rêve principal. Il y a la seule, si on prend en tant qu'événement, la seule course finalement qui te reste, Ouais, c'est Sierzinal. Sierzinal, quoi. Ouais. Purée. Et faire coup double à la PDG, j'imagine que ça te Ouais, j'aurais fascinerait. bien voulu la faire la dernière fois, la PDG Sierzinal, mais ça n'a pas marché, mais pourquoi pas. L'idée, c'est de refaire avec du coup la même équipe comme vous avez sorti de retraite. Ouais, bah Martin, il reviendrait dans l'équipe, mais le troisième, ça serait un Aurélien Guay, c'est un nouveau de l'équipe. Avec C'est qui jeune. tu t'as fait notamment le relais aux mondiaux de On a fait la Montmartre, course par équipe, ouais. 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 Ouais, pardon, pas le relais, la course par équipe. Et est-ce que tu peux nous dire jusqu'à ce jour quelle est la victoire la plus chère à ton cœur? Toute discipline confondue. Ouais, je dirais la patrouille des glaciers. Ouais. Le mythe. Le mythe. C'était un pire souvenir dans ta carrière. Ah, c'est souvent à Sierzinal mes pires souvenirs, parce que ça n'a jamais marché comme je le voulais, alors que ouais, je suis sûr que pour moi, dans ma tête, je peux la gagner. Les entraînements que je fais les semaines avant, bah, je suis assez en forme pour la gagner, mais le jour J, ça n'a jamais fonctionné comme je voulais. Puis du coup, c'est un peu. Ouais, je me dis que c'est un peu mon chat noir et puis qu'il y a un peu une malédiction là-dessus, mais ouais, je continue. Je pense qu'il faut jamais baisser les bras. Puis que. Ouais, le jour où je vais la gagner, bah, ça va être incroyable. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie, quoi. Donc, mais t'as pas encore du coup identifié. Ah, mais c'est ça qu'il faut que j'améliore pour. Ouais, je pense la pression. Pour moi, il y a pas. C'est la seule course où je ressens de la pression. Toutes les autres, j'ai plus du tout de pression. C'est vraiment la seule course où je me mets la pression. Et puis, je pense les médias aussi en Suisse, ben, ils mettent assez la pression pour cette course. Et puis, c'est clair que. Ouais. Mais je suis toujours persuadé que ça va passer un jour. Ou alors, est-ce Voilà. que Kylian t'a jeté en sort pour pas que tu prennes ça? Peut-être qu'il faut qu'il arrête de courir sur Arsenal pour que je la gagne, on verra. Et dernière question avant de passer à quelque chose de plus léger. Si t'étais pas devenu athlète, quelle vie est-ce que tu imagines que tu aurais vécu? C'est difficile à dire, mais. Ah, je sais pas, hein. Si tu serais resté en tant que constructeur métallique, t'aurais. Mais je Fermier? pense pas, parce qu'à la fin, ça me plaisait plus trop que ça. Du coup, ouais, je sais pas du tout là. Éleveur de chèvres, de chats? Ouais, peut-être. Peut-être. Dans Mais la nature. c'est difficile à dire. Ouais, je pense dans la nature, ouais. Mhm. Mm. En gros, là, la partie, on va dire, principale de l'interview est terminée. On a, je crois que tu l'as vu sur Insta, on a posé des questions, enfin, on a proposé à notre communauté de te poser des questions sous Ouais. forme de tu préfères. Donc, on en a listé quelques-uns. Le premier qui est sorti, c'est simplement skimo ou trail. Ouais, je pense qu'il y en a pas un sans l'autre pour moi, mais ouais, je dirais trail. Ça m'a ouvert plus de portes. Le Molaison ou les Gastes? La Gastlausen. Être chassé ou chassé? Chassé. Kylian Jornet ou Roger Federer? Roger Federer. Eh ben, oublier tes bâtons ou tes ravitaux? Les ravitaux. Vu qu'il a une VO2 max C'est tranquille. exceptionnelle. Gagner Sierzinal ou faire le record de la PDG? Sierzinal. Robin ou Thomas Bussard? Aïe. Non, c'est des jumeaux, on peut pas les départager. Ça sort bien. Heureusement qu'ils sont jumeaux. D'ailleurs, c'est un peu presque des voisins. Ils sont la vallée d'à côté. Tu t'entraînes souvent avec eux? Est-ce que tu les côtoies beaucoup? Ouais, on s'entraîne souvent ensemble, vu qu'ils sont aussi professionnels. Du coup, on essaye quand on a des entraînements un peu similaires, de les faire ensemble. Puis c'est des bons potes à moi. Casquette ou bonnet? Casquette. La montagne seule ou la montagne accompagnée? Je dirais seul.
Plutôt meringue crème double ou gruyère? Gruyère. Purée, malgré le fait que c'est les desserts, Oui. gruyère, point. Bon, celle-là, il faut pas que ta copine nous écoute. T'es chèvre ou Lise? Aïe. Ouais, Lise, quand même. Je Pas le choix. Pour terminer, plutôt Clara ou Marco? Marco. Merci, toi c'est le premier qui a osé. Aïe! Très bien, C'est donc ça je te remercie. c'est donc ça qu'ils pensaient tous. Ah. Non. Non, merci beaucoup pour ce moment. Merci de nous avoir accueillis sur ton canapé. Avec plaisir. Et une dernière question, en fait, maintenant que j'y pense. Chez qui est-ce que tu aimerais qu'on aille s'installer pour le prochain épisode? Roger Federer. Ah oui. Ça va être ok. compliqué. Alors, si t'as le contact, Faut on essayer. prend. Et quelqu'un qui parle français, en tout cas de langue maternelle, même si je suis sûre que Roger se débrouille aussi très bien en français. Qui c'est? Alexis Monet. Peut-être Ok, cool. oui. Ouais. Bon ben, on espère prochainement. C'est pas très loin en plus. Non. Bon, Bah, bah, Alexis, voilà. On prend la route. si tu nous écoutes, on débarque. Bah merci pour Cool. tout. Merci pour tout.